Salut les amigos, salut les amigas. Aujourd'hui, je suis tombé sur cette vidéo là que j'ai regardé un C'est peu tout l'histoire à d'un l'heure. innocent condamné à tort, Je accusé vais de la remettre tort, du début. C'est un de mec qui a été accusé viol de il y a viol pendant 24 ans. 24 ans. Il Bonsoir a fait de la Farid El prison Hariri. pendant je sais pas combien de Bonsoir temps. Franck Berton, vous êtes Bonsoir. son avocat. L'audience devant la cour de Et, révision avait lieu tout à l'heure. et D'ailleurs, du vous y coup, la meuf, étiez, elle a avoué que c'était Alexandra pas vrai. Gonzalez. Bonsoir du Alors, service je vais police-justice pas de vous BFM spoiler TV. ce qu'elle a Je dit. salue aussi Dominique Mais Rizet. Bonsoir. Bonsoir, grosso modo, Aurélie. Vous c'est qui soi-disant que présentez la gars, elle a Faites bien entrer fait violer l'accusé, mes c'est familles Faites entrer l'innocent. et du Ce coup, pour soir, on va protéger son violeur, aller dans le elle détail de a... cette histoire. Vous serez sans doute la semaine Enfin, vous prochaine le allez comprendre. 12e cas reconnu d'erreur judiciaire. Juste 12 cas reconnus d'erreur judiciaire. Et j'aimerais bien savoir si... Depuis 1945, l'adolescente qui 1945. avait 15 ans à Et j'aimerais l'époque, bien savoir vous si accusait de viol, c'était en le Omar Mathieu, 1998, depuis il a a été reconnu qu'elle comme une avait erreur menti. judiciaire. Qu'avez-vous Parce qu'il a été ressenti gracié par le tout président, simplement mais aujourd'hui? est-ce qu'il a été reconnu comme erreur judiciaire? Il est temps que la justice reconnaisse que je sois innocent, Alors, parce que ça fait 23 ans que je vis avec ça, et j'avais rien pour le prouver, donc c'était vraiment difficile. Aujourd'hui, j'attends vraiment que ça se termine et que je puisse passer à autre chose. Vous avez eu un mot tout de suite pour vos parents. Vous dites qu'ils sont aujourd'hui en soins palliatifs et que c'est important pour vous d'être reconnus innocents avant qu'ils s'en aillent. Tout à fait. Mes parents étaient... c'est moi qui ai fait l'incarcération et qui ai été condamné, mais ma famille, mes parents et mes frères ont subi l'incarcération avec moi. Donc effectivement, mes parents sont dans un état engagé très grave et j'aimerais qu'ils puissent au moins entendre que leur fils est innocent et que c'est pas une affaire, une petite affaire. Donc, pour laver leur honneur à mes parents aussi. Ils n'ont jamais douté de vous. Jamais. Et comment la justice peut-elle réparer ce qu'elle a fait? Est-ce seulement possible? Je crois que ce sont vos mots, maître Franck Berton, que la justice peut lui rendre sa vie aujourd'hui, qu'elle peut lui rendre son innocence. Est-ce vraiment possible 24 ans après les accusations? Mais il n'y a pas d'autre solution que la cour de révision. En tout cas, dans notre système judiciaire, il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui, sur la base d'éléments nouveaux, a été définitivement condamné peut éventuellement voir son cas réexaminé. Et là, c'est la cour de révision de la cour de cassation. Ce qui est particulier dans l'histoire de Farid, c'est que c'est le parquet général du Nord, de Douai, qui a saisi la cour de révision. C'est pas l'accusé lui-même qui dit il y a des éléments nouveaux permettant de démontrer mon innocence. Là, cette fois-ci, c'est l'accusation à l'époque et l'accusation d'aujourd'hui qui dit non, il y a des rétractations de votre plaignante qui viennent dire que monsieur, vous devez éventuellement comparaître devant la cour de révision. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui à partir de cette rétractation, plutôt ces rétractations, parce qu'elle a écrit 2 fois. Oui, une première fois, elle n'a pas été entendue. Elle écrit en 2017. Voilà. Elle dit « Je reconnais que j'ai menti », elle fait une longue lettre, puis un an après, elle se dit « J'ai toujours pas de réponse ». Un an après, elle a écrit en disant « Mais attendez, je vous ai expliqué que j'avais accusé à tort un homme. Où on en est? Est-ce que l'enquête se poursuit ?» Et ça, c'est 2017, 2018, et on comparait ce matin, c'est-à-dire 5 ans après. Comment ça se fait? Parce que j'ai tendance à dire que la justice n'aime pas reconnaître ses erreurs, et puis c'est long. Et alors la Cour de cassation, fort heureusement, a dit non, mais attendez, nous on va pas réviser le procès sans que M. Ellery puisse venir. Donc ça a été renvoyé parce que, soi-disant, que le trouvait pas, alors qu'il pointait chaque année, il avait même l'obligation de pointer chaque année. On va raconter tout ça, on va reprendre le fil de l'histoire. Voilà, il a fallu le convoquer, le faire venir, et tout ça, ça a pris 5 ans, c'est anormalement long. On va raconter en effet ce coup de théâtre, le moment où votre accusatrice reconnaît qu'elle a menti, mais pour cela, il faut qu'on rembobine au début de l'histoire. Ça commence le 15 décembre 1998, c'est un mardi. Julie D, nous l'appellerons ainsi, adolescente de 15 ans, vous accuse de l'avoir agressée sexuellement une première fois au printemps, mars-avril, et ensuite de carrément l'avoir violée l'été en juillet. Elle précise, elle dit que vous étiez avec plusieurs jeunes hommes. Après, on lui montre une photo, elle vous identifie très rapidement. Vous êtes forcément interrogé, placé en garde à vue. Quand vous entendez ces accusations, vous vous dites quoi dans un premier temps? Vous réagissez comment? Dans un premier temps, moi je me dis que la personne se trompe. Donc je demande une confrontation assez rapidement. Et cette confrontation, je ne l'ai jamais eue. Parce qu'ils n'ont pas voulu qu'il y ait une confrontation.
Mais moi, très rapidement... Vous avez 17 ans à l'époque. J'ai 17 ans, mais je suis serein, j'ai rien fait, je suis innocent. Donc moi, il y a deux possibilités. Soit la personne se trompe, soit quelqu'un m'accuse à tort. Et vous dites, je n'ai jamais eu de rapport sexuel. Vous essayez de démontrer. Moi, à l'époque, j'avais 17 ans, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas faire des tests pour savoir si un homme, effectivement, avait eu des rapports ou pas. Donc, très rapidement et très spontanément, je le dis, hein, écoutez, de toute façon, je peux le prouver. Moi, j'ai pas eu de rapport sexuel avec une fille. Et pour vous dire, à l'époque, ça fait marrer la gendarmerie. Vous voyez, moi, je suis dans un contexte où j'ai l'impression d'être le client idéal pour eux. Hein. Pourquoi le client idéal ? Premièrement, on parle d'arabe et effectivement, je suis un arabe, même pourtant ma mère est française et mon père marocain et il y a une nationalité française depuis très longtemps, mon père. Mais on est dans une conjoncture à l'époque où on est dans une petite ville du Nord, Hasbrook, où il y a très peu de familles arabes. Donc nous, voilà, on ressent ce côté... Voilà, on est stigmatisé très facilement. Vous n'êtes pas étonné qu'on pense à vous quand on vous accuse ? Ah si, moi, pour moi, il y a une erreur dès le début. Parce que quand l'enquête continue à avancer, les autres comparses qui étaient avec vous sont interrogés et la pression est telle sur un d'entre eux qui s'appelle Hichemi, il me semble, ou Hachemi peut-être. Et les questions, je ne sais pas quelles sont les questions exactement qui lui sont posées, mais à un moment, il dit « Ah oui, moi, je l'ai vu partir avec cette adolescente et c'est ce qui va vous enfoncer. » Non, le déroulement de l'affaire, c'est que moi, donc, quoi qu'il arrive, hein, on faire rapidement, on vient, on me dit qu'effectivement, elle m'accuse, je veux une confrontation, il n'y en a pas, je demande des tests à l'époque, on ne fait pas de tests. Quand ils me disent que ça se passe au mois de juillet, je suis relativement content parce que au mois de juillet, je suis au Maroc. Quand je présente mon passeport tamponné du Maroc, là on me dit c'est peut-être plus juillet, mais peut-être août. Vous voyez, moi, tout ce que j'apporte en ma faveur, la présomption d'innocence qui est en ma faveur, on n'en veut pas. C'est-à-dire que là, je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne tombe pas en haut. Ça nous raconte la fabrication d'une erreur judiciaire et ça commence là, avec l'attitude des enquêteurs, avec la façon de vous interroger, la façon de vous expertiser d'ailleurs, les expertises psychiatriques aussi qui sont faites. C'était le coupable idéal. Oui, mais il a raison de raconter qu'on est dans un petit village, que c'est quand même la fille de notable. Bon. Et ça apparaît au dossier, on le voit. Et donc, il est présenté et désigné très vite comme le coupable idéal. Il y a une chose terrible, c'est-à-dire que son frère raconte, parce qu'à l'époque, il est mineur, et son frère majeur, il va à la gendarmerie prendre des nouvelles, et on lui dit, oui, mais va voir ton frère dans les geôles, et écoute, dis-lui quand même qu'il avoue, et puis il sortira. Donc son frère va le voir dans les geôles, ce qui est totalement illégal. Et il lui dit, écoute, les gendarmes ont quelque chose contre toi, il faut que tu avoues, quoi. Et lui, il dit, moi, j'ai rien avoué, j'ai rien fait. Son frère lui mettra même une claque. Et donc, on a des choses incroyables qui sont réalisées, qui sont à l'époque dans cette enquête. Et on a le PV de synthèse de la gendarmerie qui dit, de toute façon, son attitude est suspecte parce qu'il veut lire toutes ses dépositions et il est assez véhément dans son attitude. Il est décrit comme agressif dès le début. Il conteste son innocence de manière véhémente. Quand vous êtes innocent, vous avez envie de le dire, quoi. Mais c'est vrai que cette histoire, c'est aussi l'histoire de deux mondes qui s'affrontent. Cette adolescente de 15 ans, à l'époque, comme vous dites, fille de notable, qui s'exprime très bien, qui a un discours très circonstancié, qui va réitérer ses accusations face à vous, vous le disiez, le coupable idéal, qui est issu d'un milieu plus modeste et qui ne va pas être entendu par les gendarmes, là où sa seule voix à elle va être entendue. Il y a confrontation à un moment. Il y a un moment où vous êtes face à face quand même. Non, chez le juge. Donc, elle dit son mensonge. Maintenant, on sait que c'est un mensonge devant vous, avec beaucoup d'aplomb, beaucoup de précision aussi. Elle a été questionnée à multiples reprises. Et elle a adopté à l'époque une stratégie qui était de pleurer. Ça veut dire que moi, à la confrontation, quand j'arrive, Farid n'a pas le droit à la parole limite. Hein. Moi, quoi que je dise, quoi que je fasse, je suis agressif, je suis une personne impulsive, je veux mettre la pression, mais non, je veux juste m'exprimer. Et dès lors qu'on lui pose une question, elle pleure. Le juge, monsieur Larrive, vous vous taisez, elle est sous choc, c'est une personne attristée, elle a vécu quelque chose de triste. Effectivement, si c'était le cas, ça peut poser problème. Mais la victime, à l'époque, c'était moi. Et en fait, c'est là où moi, j'ai pas eu
une procédure normale. Alors, vous étiez accompagné de qui? Vous n'étiez pas son avocat? Non, je n'étais pas son avocat. Il faut préciser deux choses. Oui. En garde à vue, il n'a pas d'avocat. Oui. À l'époque, il n'était pas filmé non plus. Et ça, c'est important, il n'était pas filmé. Et autre chose, la mesure de confrontation chez le juge d'instruction, en réalité, il faut quand même pas oublier qu'au départ, elle désigne plusieurs agresseurs. Oui. Il s'agit d'un viol en réunion. C'est-à-dire que 3 personnes l'interviennent pendant que celui-ci commet son crime. Et lorsqu'elle arrive en confrontation chez le juge, elle dit au juge: non, en ce qui concerne les 3 autres, je ne suis plus certain, etc. Et il devient seul dans le dossier. Ce qui forcément interpelle le juge. Parce que quand vous instruisez une affaire de viol en réunion avec 4 adolescents qui violent en plein jour, alors on n'a pas la date, mais en plein jour, derrière la piscine d'Hasbrook, une jeune fille, bon, d'abord en dehors du fait qu'il n'y a eu qu'un témoin de ça, ce qui est curieux, mais ça doit interpeller le juge lorsqu'elle en sort 3 du dossier. Et ça l'interpelle de telle manière que le lendemain de la confrontation, le juge va le libérer. Il le libère de détention provisoire, donc c'est que forcément quelque part, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, que quelque part il se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça n'empêche qu'il ira s'asseoir dans un banc de cour d'assises. Oui, ça n'empêche pas la suite, ça n'empêche pas non plus la condamnation. Parce que j'insistais sur le rôle de Franck Berton, à ce moment-là ce n'est pas lui qui vous défend. Est-ce que quand vous relisez l'histoire, et on va en venir au moment du coup de théâtre qui fait que l'affaire bascule, vous vous dites que vous avez été tout simplement mal accompagné? Mal accompagné, c'est une certitude, mais c'est surtout, on est dans une époque où ses parents ont vraiment une influence importante dans cette ville. Vous voyez, si je lui dis, son père c'est monsieur Attel, il faut la croire. C'est-à-dire que dès le début, la gendarmerie, je parle bien de la gendarmerie de l'époque, j'ai rien contre la justice, mais la gendarmerie de l'époque qui traite ce dossier, tout est à décharge contre moi. Ils ne cherchent pas à savoir, pour moi, même dans l'enquête, mes fréquentations, j'ai des amis, j'ai des copines comme tout le monde, on ne va pas les recevoir. On va essayer de savoir qui est Farid, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il n'est pas capable. Le dossier est totalement vide. On va juste chercher, voilà. Elle dit que c'est lui, c'est lui. Elle dit que c'est lui, c'est lui. Et je vous dis, dans leur façon de faire, dans leur méthodologie, pour moi, les mots vont peut-être être brutals, mais je les voyais plus comme des agents de force de l'ordre. Ils agissaient vraiment comme des voyous, parce que on peut pas mettre la pression à un jeune de 17 ans, on peut pas le bousculer, on peut pas essayer de l'intimider avec des dépôts qu'ils ont préparés entre deux, etc. Et aujourd'hui, j'ai aucune preuve pour prouver tout ça. Je le dis parce que j'ai besoin de le dire, mais et encore une fois, pas pour casser du sucre sur le dos de la justice d'aujourd'hui. On parle bien d'une justice d'il y a 23 ans dans une ville qui est Hasbrook, mais tout était fait. Vous voyez, comme si c'était, bon, c'est lui, hop, cette famille sera contente, et puis, hop, on avance. Et alors, le coup de théâtre, quel est-il, Alexandra Gonzalez? C'est-à-dire qu'en fait, on peut le dire comme ça, et vous ne le voyez sans doute pas comme ça, mais finalement, c'est elle qui finit par vous sauver. Après vous avoir accusé de viol, c'est elle qui finit par dire il est innocent, j'ai menti, et a expliqué pourquoi. Alors, elle écrit en 2017 une première lettre au procureur, et ses mots sont je dois vous confesser que j'ai menti à l'époque. Farid El Airi ne m'a jamais violée, ne m'a jamais agressée sexuellement. En réalité, c'est mon grand frère qui m'a violée, qui a abusé de moi entre l'âge de 8 ans et l'âge de 12 ans de façon répétée. Donc elle était aussi victime, elle n'a pas désigné le bon coupable. Elle était victime d'inceste et c'est quelque chose qui aujourd'hui d'ailleurs est très bien décrit, le mécanisme de silenciation au sein d'une cellule familiale lorsqu'une personne est victime d'inceste est enfermée dans un mensonge encore plus, enfin dans un mensonge encore plus fort, encore plus accablant que lorsqu'on est victime d'un viol en dehors de la cellule familiale. Et donc elle va tomber dans une sorte de déni, s'enferrer dans ce terrible mensonge et jusqu'à ce moment de 2017 où elle écrit cette lettre et elle dit Farid El Airi ne m'a jamais violée, j'ai menti. Et elle le réécrit un an plus tard. Et elle va réécrire un an plus tard. C'est pareil quand on y pense aujourd'hui.
Ça paraît incompréhensible de se dire qu'en 2017, elle envoie cette lettre et que pendant un an, il ne se passe rien et qu'il faut qu'elle relance elle-même la justice. Je dis, la première lettre, elle met la dénoncé un immense problème contre son frère était dans la première lettre qu'elle avait jointe. Et ensuite, elle apporte de plus en plus de preuves pour prouver son histoire. Et d'ailleurs, parenthèse, la plainte contre son frère, j'en ai parlé avec son avocate, la plainte est toujours en cours à l'heure actuelle. C'est un autre dossier, du coup, mais qui la concerne également. Et ça, vous l'apprenez comment? Un appel. Très tard. En mai 2022, j'ai un appel du commissariat de Lille. Bonjour, monsieur Larry. Oui, bonjour, commissariat de Lille. Oui, c'est pour. Là, il me dit, bon, bah voilà, vous appelle, il faudrait que vous veniez au commissariat de police. On a toutes les preuves de votre innocence, de votre affaire. Il y a plus de 20 ans. Sur le coup, entre canulars, et puis, pendant 2-3 minutes, c'est un blanc pour moi. Vous voyez, toute ma vie recommence à défiler, les émotions, etc. Et il me dit, est-ce que vous pouvez venir tout de suite? Et là, je lui réponds non. Alors non, parce que je suis encore sous le choc. Et je lui dis, je vous rappellerai, je me présenterai demain. Et donc, effectivement, le lendemain, je vais et il me reçoit, il me dépose donc ces fameux courriers qu'elle a écrits en disant voilà, on est désolé, vous inquiétez pas, vous allez arriver en date due, de toute façon, on va vous payer un avocat, c'est nous qui allons gérer, etc. Et là, moi, je refuse. Je lui dis, écoutez, en ce qui concerne ma défense, je vais m'en occuper. Et c'est là où je me rapproche de Maître Berton. Mais vous ressentez quoi quand, en fait, votre innocence est prouvée? Mais moi, j'ai toujours été innocent dans ma tête. Ça veut dire que là, j'y crois toujours pas. Ça veut dire que vous voyez, quand on a été coupable et qu'on a été insulté, pendant 23 ans, on laisse compter en termes de jours, on est quasiment à 9000 jours. De violeurs, de pointeurs, pointés du doigt, la famille pointée du doigt. Il faut être fort pour vivre avec ça. Ça veut dire que j'ai dû me créer un personnage qui souffrait mais en silence. Ça veut dire que moi j'ai une famille. Vous avez 2 enfants? Oui, plus d'une fois à l'époque, j'aurais pu mettre fin à ma vie. C'était vraiment difficile pour moi. Mais je ne pouvais pas, je suis pas quelqu'un d'égoïste. Mes parents n'auraient jamais tenu le choc. Après, j'ai fondé une famille, donc forcément, la famille d'aujourd'hui, je l'ai embarquée dans cette histoire qui est très difficile parce que aujourd'hui, il y a des enfants qui sont en jeu. Et donc, j'ai vécu, moi, avec ce fardeau, en souriant. Si vous vous renseignez, je suis quelqu'un de très souriant, qui rigole tout le temps, etc. Mais au fond de moi, je suis très malheureux. Tous les jours, c'est là tous les jours. Tous les jours. Et comment vous avez fait pour tenir, justement? Quand la justice vous condamne, quand tout le monde, en fait, dans les yeux de tout le monde, vous êtes un coupable. Qu'est-ce que je fais? Je me laisse mourir, je me laisse aller, je leur donne raison. C'est pas ma personnalité. C'est-à-dire ma personnalité, c'est de combattre. J'ai une croyance, je crois, moi, à la divinité, etc. Je me suis dit, tôt ou tard, la vérité sortira. Et bon, j'ai tenu bon, ça a duré 24 ans. Je me suis dit, mais personne ne peut vivre avec un mensonge aussi gravissime, parce qu'elle a détruit une famille, elle a détruit des gens, elle a détruit... Vous savez, moi, quand on m'a condamné en 2003, je suis décédé. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu. J'étais vide. C'est-à-dire que, waouh! Mais on n'a pas d'autre choix que de continuer. C'est-à-dire que c'est soit on s'éteint, soit on avance. Mais quand même, quand elle dit j'ai menti, est-ce que là où vous dites oui, ça y est, je suis innocent, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on dit c'est bon, je suis sur le bon chemin, ça va enfin être reconnu par la justice? Je crois pas en justice. J'ai été en prison pour rien, j'ai été condamné pour rien. On m'a fait partir de chez mes parents, on m'a placé sous contrôle judiciaire pendant 2 ans et demi en région parisienne. Je devais signer toutes les semaines. Je peux pas croire à la justice. Après ça, pendant 15 ans, je suis fiché comme un violeur et je dois pointer au commissariat tous les ans. Et tous les ans, on me fait bien comprendre que je suis un violeur. Et quand je dois les signer, ça prend 1 seconde la signature. Sauf qu'on va me faire attendre 1 heure, on va me faire attendre une demi-heure, on va me faire attendre 2 heures. Il y a même une fois où j'ai loupé un jour où ça a décalé sur le mois. Donc j'étais plus dans la date de l'année. Et là, j'ai eu un rappel à la loi. Et là, on m'a dit tu vas finir en prison si tu viens pas respecter ça. Vous voyez, à un moment donné, j'étais même fatigué. Je n'aurais pas pu tenir toute ma vie
comme ça. Monsieur Léry, le jour prétendu du viol par cette jeune femme, vous étiez... Elle donne pas de jour, elle donne pas de jour. Elle donne pas de jour. Elle dit j'étais violée, c'est pas con. Ça n'étonne personne à l'époque. Les enquêteurs se posent pas de questions. Alors on va dire il y a une période, elle cite une période dans le temps à peu près. L'été. Et vous êtes au Maroc à ce moment-là. Je suis au Maroc. Et vous avez vraiment été très mal défendu. Ni votre avocat à l'audience dit mon client était au Maroc, ni les enquêteurs vérifient si vous étiez oui ou non au Maroc. Ah si, ils vérifient, puisque moi je le redonne, c'est dans le procès. Donc je leur donne le passeport, donc je dis voilà, je suis au Maroc jusqu'au 24 ou 25 juillet. Et là ils me disent bon bah c'est tout. C'est peut-être le 26. Ok, d'accord. C'est comme ça que ça se passe. Il y a une précision qu'il faut faire, si vous me permettez, c'est que à l'époque, on est en pleine affaire de trop. Et l'expertise de crédibilité, parce qu'il y a une expertise de crédibilité de la victime. C'est-à-dire que le juge ordonne une expertise commune au psychologue et au psychiatre. Donc tous les deux font un rapport commun sur, après audition de la partie civile, et tous les deux concluent à la crédibilité. Ça va sceller son sort. De la victime. Oui, de la victime. On sait que maintenant c'est interdit, on ne peut plus faire d'expertise de crédibilité, mais à l'époque, le juge désigne dans la même mission les deux experts qui font le même rapport, ensemble, conjointement, sur la crédibilité de la partie civile. Parce que Franck, pardon, Maître Bertrand, dans une célèbre affaire, l'affaire Rida Dalouche, qui est un homme aussi qui va être acquitté après avoir été accusé, sa famille va retrouver, donc il est condamné, et sa famille va retrouver un certificat médical qui prouve que le jour du prétendu meurtre qu'il aurait commis, il est hospitalisé. Et ça va immédiatement déclencher la cour de révision et il sera acquitté. Donc c'est quand même important cette alibi que vous aviez. Et c'est incroyable. Fixer la date et donc ce qui rendait impossible. Vous aviez la gueule de l'emploi et pardon, ça résume tout. Et deux, vous n'avez vraiment pas eu de chance. On peut parler de chance là. Moi, non mais on aurait dû vous écouter quand vous dites je suis pas là, quand vous montrez votre passeport. Mais on ne voulait pas m'écouter, je ne pouvais pas m'exprimer. En fait, c'est bien là le problème de toute cette histoire. Moi, j'avais l'impression que ça arrangeait tout le monde. C'est-à-dire que aussi bien les gendarmes, vous savez, moi à l'époque j'avais 17 ans, et dit je suis arrogant, etc. Parce qu'à un moment donné, je dis aux gendarmes, mais vous n'avez rien. Moi, je n'ai rien fait. Vous n'avez rien. Dès lors que vous venez mettre la pression à un jeune de 17 ans, dès lors que vous le bousculez, dès lors que voilà, vous outrepassez vos droits, le dossier est totalement vide. Je suis loin des bêtes à l'époque. Le mensonge est familial parce que ce qu'on apprend au dossier, c'est que la maman dit à sa fille, tu diras que t'es vierge, alors qu'elle a déjà eu des rapports. Donc quand elle est examinée, elle a déjà eu des rapports parce qu'elle a un petit copain. Il y a eu une expertise de sang. Il y a une expertise. Et donc elle expertise, elle est plus vierge. Et donc on va lui dire, voyez que vous l'avez violée, c'est forcément vous. Alors qu'on apprendra par la suite qu'elle avait à l'initiative, à la demande de sa mère, caché sa relation avec son petit copain pour pas que le père le sache. C'est-à-dire que le mensonge, il est familial, il n'y a pas qu'elle. C'est-à-dire que non seulement on a de l'inceste aujourd'hui, pardon de le dire, mais c'est ce qu'elle dit aujourd'hui. Là, je vous entendais dire, il n'y a plus de doute, elle accuse son frère. Mais attendez, je sais qu'elle avait joint. Je ne pense pas avoir dit ça comme ça. Je disais qu'elle avait joint sa plainte pour viol contre son frère dans son premier courrier, où elle reconnaissait avoir menti, et qu'ensuite il y a plusieurs échanges justement dans la famille qu'elle a joint dans un second courrier. Vous ressentez quoi vis-à-vis d'elle? Est-ce qu'elle vous a contacté? Non, elle n'a même pas. Moi, je vous avouerai qu'à sa place, aujourd'hui, j'aurais fait le dos rond. Je serais venu, j'aurais déjà présenté. Son avocate qui parlait pour elle. Oui, mais on n'envoie pas un sbire. Elle a toujours été capable de venir pour dire que j'étais coupable. Elle a toujours été capable de venir pour me mettre en prison. Et venir devant moi dire qu'effectivement elle s'excuse pour avoir tué une famille et s'excuser auprès de la justice aussi. Elle ne l'a pas fait. Dans le courrier, dans un courrier là, qui est révélé par Le Monde, un confrère du Monde, elle écrit je demande pardon. Vous l'acceptez son pardon? Ça a été redit à l'audience d'ailleurs ce non, matin parce que, par la voix de l'avocate. Qu'est-ce que je vais en faire? 24 ans de souffrance. Vous savez, elle ne le fait pas d'elle-même, puisque même quand elle écrit parce que c'est l'aide aux victimes qui lui dit que si elle ne le fait pas, la dame le fera à sa place. Donc elle l'écrit. C'est-à-dire que ça, on l'a noir sur blanc dans le dossier. Elle ne le fait pas parce qu'elle a envie de le faire.
Elle en a trop dit auprès de certaines personnes, et ces personnes vont le faire à sa place si elle ne le fait pas. Et porter plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse, vous y avez pensé ou pas? Oui, j'y ai pensé, mais ça c'est une deuxième étape. Moi, c'est possible. Vous, à l'audience, aujourd'hui, vous avez montré une photo de Farid quand il avait 17 ans. On va la montrer, vous nous avez permis de la montrer ce soir. La voici. Pourquoi est-ce important de montrer Farid quand il avait 17 ans? Mais parce que, vous voyez, ce garçon-là, à 17 ans, tel qu'il est là, il a été incarcéré pendant 1 an. Avec tout ce que la prison contient de violence et il est tout aussi innocent là à 17 ans qu'il l'est aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est pas au physique qu'on déclare un innocent et qu'on le constate, mais quand même, c'est-à-dire que c'est important de montrer les dégâts que la justice a pu faire sur à partir d'une accusation, vous voyez, une accusation qui n'a pas été par la suite. Parce que on peut accuser, moi je peux comprendre ça, je le vois tous les jours, on accuse, mais il faut aussi d'autres éléments dans une accusation. Et là, l'accusation, elle n'est basée finalement que sur un propos. Et puis quand même, quelque part, il faut le dire, une petite connotation raciste qui transpire du dossier, qui existe et qui est présente et qui fait que aussi il a pris le chemin de la prison et de l'infamie pendant plus de 20 années. Alors voilà, nous on attend, si je peux me permettre, une chose quand même aujourd'hui, c'est que on sait qu'on a délibéré dans une semaine. Oui. C'est court. J'y vois beaucoup d'espoir. Parce que une semaine, peut-être que leur décision, en tout cas au magistrat suprême de la Cour de cassation, est prise. En tout cas, c'est ce que je peux penser, je l'espère. Mais surtout qu'on ait une cassation sans renvoi, vous voyez ? Que la Cour de cassation décide de ne pas le renvoyer devant une nouvelle cour d'assises pour que cette nouvelle cour d'assises l'acquitte. C'est-à-dire qu'elle peut exceptionnellement le faire elle-même tout de suite. Et la semaine prochaine, la France entière pourrait consacrer ou entendre la consécration de son innocence. Franck Berton, vous êtes un pénaliste, vous avez eu plein d'acquittements. L'avocat du Nord qui en a eu le plus. Et même en France, et là c'est différent, c'est une erreur judiciaire finalement. Oui. La justice s'est trompée en accusant à tort une personne sur les dires d'une autre personne. Est-ce que c'est différent? Une erreur judiciaire, un acquittement, c'est la première fois que vous avez une erreur judiciaire, un dossier. Ah oui, c'est la première fois que je mets devant la Cour de révision et j'ai dit ce matin que je ne suis pas persuadé que je replaiderai un jour devant la Cour de révision parce que c'est quelque chose. C'est très rare, c'est exceptionnel. Il y en a très peu. Oui, il y en a très peu. S'il y a une révision, c'est le 12e, vous imaginez, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors le Depuis 15e, selon 1945, oui. c'est un avocat qui a fait un décompte. Oui, mais je crois que c'est le 12e. Moi j'ai compté, il y en a Même des comptes, mais peu importe, c'est 12 ou 15 innocents depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est très peu. Et pour répondre à votre question, c'est un innocent consacré par la justice, c'est quand même toujours un grand moment. Alors qu'il soit consacré par une cour d'assises, par un acquittement, ou par la Cour de cassation parce qu'on révise, c'est rendre la dignité à toute une famille, à un homme, et puis lui rendre sa dignité. C'est quelque chose de magnifique. Mais c'est aussi pour ça qu'on croit à la justice, vous voyez ? Parce que la Cour de révision, elle est capable de dire « Monsieur, on s'est trompé ». Alors moi, je suis le premier à dire depuis longtemps que souvent la justice, elle n'a pas la culture des erreurs, elle n'a pas la culture des excuses. Mais là, j'aimerais bien qu'elle ait la culture des erreurs et des excuses. On verra ça pour plus tard ou ailleurs. Mais ça aurait pu ne jamais arriver. Enfin, c'est ce qui fait froid dans le dos. On se dit combien d'autres innocents sont aujourd'hui condamnés et ne seront jamais, d'ailleurs, reconnus comme étant innocents. Ça tient à tellement rien. Exactement. C'est sur un fil. C'est une jeune femme qui, à un moment, se dit, a un cas de conscience, se dit j'ai menti, il faut que je le dise. Elle aurait pu ne jamais parler. C'est vrai qu'elle aurait pu ne jamais parler, puis on ne pourrait ne pas être là, et puis il aurait continué à souffrir pendant des années. Qu'est-ce qu'elle risque ? Elle risque une procédure sur dénonciation calomnieuse qu'on engagerait contre elle. Je ne sais pas si Farid, cette décision lui appartient, s'il le fait ou s'il le fera ou s'il le fera pas. Je crois que le moment le plus important, c'est la Cour de révision. Vous voyez, c'est l'honneur sauvé. Si Farid ne le fait pas, s'il ne l'attaque pas, est-ce que le ministère public peut lui dire, nous, même si M. El Haïry n'attaque pas en dénonciation calomnieuse cette personne, nous, ministère public, on le fait. Oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Le ministère public peut le faire. Mais il y a une autre question qui se pose. Elle dit j'ai été victime d'un inceste. Moi, je ne doute jamais des choses qui puissent être dites à partir du moment où elles sont vérifiées, elles sont soumises au débat, etc., etc.
Là, je pense que les faits qu'elle dénonce ne sont pas des faits de viol à l'égard de son frère, ce sont des faits d'agression sexuelle. Et il y a de grandes chances qu'il soit prescrit. Vous voyez ? Donc finalement, son frère ne risque pas grand-chose. Celui qui a eu à subir tout ça, c'est Farid. Et donc là, il y aura quand même quelque part un sentiment envoyé d'injustice qui restera, qui persistera. Même s'il y a une révision qui honorerait notre justice qui prononcerait la semaine prochaine. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que pendant toutes ces années, on a laissé un vrai criminel dehors. C'est-à-dire une personne, je ne suis pas là pour la juger, mais selon ses dires, une vraie personne pendant toutes ces années, capable de violer sa sœur ou son frère. Selon ce qu'elle dit aujourd'hui. Selon ses dires, de 8 et 12 ans, etc. Aujourd'hui, il a grandi. Je suis pas sûr que moi, quand tu l'as fait une fois, sans jugement, la personne arrête. Est-ce que vous vous dites quand même que votre vie va changer ? Mais ma vie a tourné autour de cette histoire, vous savez. Je l'ai construit autour de cette histoire. Ça veut dire que moi, toutes mes décisions, de tous les jours, pour moi, pour ma mère, mon père, mon travail, mes enfants, toutes mes décisions étaient prises autour de ça. J'ai dû changer. Vous savez, quand vous êtes incarcéré, que 5-6 fois par jour, on vous met nu, on vous fouille, il faut tousser, il faut te baisser, il faut te montrer. J'étais un enfant, j'étais très pudique. Vous savez, j'ai été violé dans mon intimité. Je vous laisse imaginer le nombre de fois, à 3 fois sur 365 jours dans une année. Vous savez, c'est de l'humiliation. J'ai été humilié au quotidien, tous les jours. Et 2 fois plus qu'un autre détenu. Il faut savoir que t'es un violeur, t'es un pointeur. C'est-à-dire que les gens qui sont là, ils te massacrent. Et il y a certaines choses que je ne peux pas dire, parce que voilà, j'ai une famille et je voudrais pas que ça les blesse plus que ça, mais revenez 23 ans en arrière, imaginez la prison de l'Os à l'époque, humainement parlant, déjà pour quelqu'un qui a fait, c'est très difficile, alors pour quelqu'un qui est là, qui n'a rien fait. On vous a frappé en prison pour ça ? D'autres détenus vous ont frappé, les pointeurs sont malmenés en prison, vous avez été malmenés ? Bien sûr qu'on est malmené. Déjà, premièrement, on est avec des personnes qui sont là, avec la rage au ventre, etc. Il faut passer son temps. Mais il n'y a pas que les détenus. Et sans jugement, il y a eu des débordements de 2 ou 3 ratons. Alors, ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a des bons, il y en a des très bons. Et il y en a des très mauvais, malheureusement. Mais ça reste des êtres humains. Je veux dire que c'est des gens... C'est un papa de famille, quand il vient, il a déposé sa fille à l'école et paf, quand il vient et qu'il te voit dans ta cellule, je vous laisse imaginer. Donc, lui en vouloir, je peux même pas lui en vouloir en fait, parce que pour lui, je suis coupable, je suis en prison, je suis un violeur. Bien sûr. Vous allez changer de vie maintenant ? Et en fait, le gars... Vous parliez tout à l'heure de vos parents, l'importance d'être innocentés de leur vivant. D'ailleurs, quand vous avez la nouvelle de l'accusatrice qui change de version des faits, je crois que vous pourrez tout de suite retrouver votre mère qui est en soins palliatifs. Tout à fait. Pour lui dire, je suis innocent. Elle n'en a jamais douté, mais vous lui dites j'avais comme besoin ça. de le dire. Et elle avait besoin d'entendre. Mais aujourd'hui, ce qu'elle a vraiment besoin d'entendre, c'est qu'à l'époque, ma mère a été mise en cause. Ça veut dire que votre fils est un violeur. Vous savez, à l'époque, quand la gendarmerie me note, et mes parents, ma maman et mon grand frère étaient là pour me ramener donc à la maison d'arrêt de l'Os. On ramène un violeur en prison. Vous imaginez la douleur pour une maman, un enfant de 17 ans, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc c'est un devoir, une obligation, et c'était pour moi, j'attends que de la justice qui répare leur erreur. Et pour votre femme et pour vos enfants aussi. Oui. Pour eux aussi, ce sera important. Pour un ensemble. Ils vous ont toujours, votre femme vous a toujours soutenu. Oui. Ma femme, ma famille et des amis ont toujours, les personnes qui me connaissaient ont toujours cru en moi, mais on n'enlèvera jamais les preuves coupables, vous savez. On arrive dans une pièce, on se tait, ou on te montre du doigt. qu'il a pris 2-3 ans, il a dû en faire 2 ou 1. Tant qu'on l'a On pas vécu, n'enlèvera jamais les clés de couloir, vous dites. Non. Donc vous ne serez jamais considéré comme un innocent. Au quartier haute sécurité. il n'y a que la justice, j'attends jeudi prochain. Et maintenant, la balle est dans leur camp et c'est à eux de dire haut et fort que je suis innocent. C'est difficile. Il nous reste encore peu de temps, mais on dit toujours calomnier, il en restera toujours quelque chose. Oui, mais vous savez, il y a eu beaucoup de gens qui font des procès en révision, il y a eu très peu d'élus. D'ailleurs, si Farid, la semaine prochaine, la révision est ordonnée et qu'elle est consacrée, ça aura un impact très important. Il ne me mesure pas, mais ça aura un impact important, me semble-t-il, sur sa vie, sur les retentissements auprès de ses proches
Et même ce qui se passe là, c'est important, donc il faut le dire, et même pour les autres, pour ceux qui luttent et qui combattent tous les jours pour leur révision parce qu'ils veulent faire triompher leur innocence. C'est un combat long, c'est un combat qui est fastidieux, mais qui est beau et qui, j'en suis sûr, Farid, vous verrez, ça changera votre vie. Bon, avec les infos, on a pas ensemble la semaine prochaine. Merci beaucoup, Farid El Aïri. Merci Franck de nous avoir accordé ce temps d'être venu nous voir. Merci. Les amis, bonne soirée, bisous.